Aujourd'hui, j'ai décidé de revenir un petit peu sur le storytelling parce que j'ai reçu des messages perso et même dans les commentaires, ça m'avait donné un petit peu à comprendre que les gens n'avaient pas tout à fait saisi le concept même de ce que c'est que cet outil de communication. Je pense de toute façon qu'on n'aborde pas un sujet comme ça en 10 minutes. Le storytelling, il faut y aller en plusieurs fois. Il faut y revenir sur beaucoup d'angles. 10 minutes, de toute façon, j'avais toujours pensé que c'était pas suffisant. Je vais profiter aujourd'hui de faire une vidéo un petit peu plus longue et de vous parler un petit peu de cet outil de communication qui peut s'englober, qui peut se fondre dans cette bataille de la communication, comme on disait dans les années 90, la guerre de la communication, c'est-à-dire qu'il y a au moins un menteur là-dedans. Et le storytelling, c'est un outil de combat. Pour convaincre les gens. Alors, le storytelling, d'abord, il donne un sujet. Il donne un sujet à penser. Il autorise les gens à penser sur un sujet. Quand vous voyez les médias, ces haut-parleurs du système, les médias très connus, les médias qui font partie du système, qui lance, ça peut être un sujet tel jour, vous avez un article qui est publié à tel sujet, ça peut être sur l'Iran, ça peut être sur Manuel Valls. Bon, c'est d'abord, on choisit le sujet en tant que tel, c'est-à-dire que l'attention, il s'agit de canaliser les gens à bon escient ou à mauvais escient sur un sujet déterminé, au lieu d'autres sujets. C'est ce sujet-là qui va être le profil type sur lequel les gens sont censés commencer à réfléchir dessus. Ensuite, il va développer le storytelling en lui-même, ne choisit pas seulement le sujet, il va aussi développer la façon dans laquelle on doit penser le sujet. C'est-à-dire qu'il y a des rôles qui marchent parfaitement bien dans l'histoire de l'humanité. C'est-à-dire qu'il y a des rôles qui ont déjà fait des personnages types, des scénarios types, qui ont déjà fait leur histoire, qui ont déjà montré leurs preuves et que les gens connaissent tout à fait, même inconsciemment. Les médias officiels, qui aujourd'hui sont tous dans le même groupe, et souvent dans le même immeuble, ils font bien sûr appel au storytelling. On en a déjà discuté dans la vidéo précédente. Aujourd'hui, je ne vais pas me répéter, je vais carrément vous dire un peu comment que ça se passe au niveau du personnel, comment vivent ces rédacteurs, qui sont ces rédacteurs qui travaillent dans ces rédactions, comprendre un petit peu, disons, le profil aussi de ces gens-là, pour que vous compreniez bien, vous, de votre part, qu'est-ce qu'on peut attendre de ce genre de personnel. Ce qui me semble déjà être la question la plus importante, avant d'aller plus à fond. Il faut bien comprendre que les rédacteurs qui sont dans ces rédactions, aujourd'hui, quand ils écrivent un article, ils sont invités, expressément invités par leur chef à utiliser Internet quand ils font un article. Internet de la maison, bien sûr. Donc aujourd'hui, ils ne se déplacent plus. C'est pas très fréquent aujourd'hui qu'un rédacteur aille chercher son article ailleurs que dans son bureau. Il consulte tout simplement des pages internet
ce qui permet de le filer. C'est-à-dire que si l'article ne va pas, on peut toujours voir quel genre de page il consulte. Et de toute façon, on peut voir qu'est-ce qu'il consulte au fil du temps. Comme page, de quoi exactement il s'entretient quand il navigue sur Internet. Donc ça, c'est une pression quand même qui est mise sur les rédacteurs, où on peut observer à tout moment quel parcours ils font au niveau de l'information, où ils vont se sourcer, quels sont les sites dans lesquels ils vont chercher l'information, dans lesquels ils vont chercher leurs convictions. Ils sont surveillés de très près. Il y a des panneaux partout où on les invite à consulter Internet. Et c'est ce qu'ils font, et ça marche bien plutôt de ce côté-là. Ces rédacteurs, ils sont à majorité jeunes, c'est-à-dire que vous n'allez pas rencontrer beaucoup de rédacteurs vieux. Hein. On ne va pas parler de l'âge de cristal dans ces endroits, mais quand même. Il y a beaucoup de rédacteurs, la majorité, 90%, n'ont pas plus de 30 ans. Ce qui est finalement très bien, très bien pour ce genre de rédaction, parce que ils sont souvent très idéologisés. C'est souvent des jeunes qui ont déjà une conscience politique et n'ont pas tellement d'expérience de terrain. Ce qui est dommage, c'est qu'effectivement, n'ayant pas beaucoup de gens d'un certain âge qui ont une certaine expérience du métier, il n'y a pas cet apport-là. Et je veux dire que la sagesse est toujours du côté des gens qui ont quand même galéré, qui ont quand même vu ce qui marche et ce qui ne marche pas. Et ça se fait avec le temps. Et ça n'existe pas beaucoup, ce qui veut dire qu'il n'y en a pas quelques-uns, mais ce sont souvent des gens qui font le travail qu'il faut faire, point. Ils ne vont pas plus loin, ce n'est pas des gens qui vont conseiller les plus jeunes, etc. etc. Donc vous allez avoir des jeunes qui sont un petit peu convaincus idéologiquement, et c'est eux que vous allez retrouver quand vous lisez vos articles, que vous ayez 40, 50 ans, vous allez retrouver les opinions de ces jeunes-là. Moi, l'opinion d'un jeune ou le travail d'un jeune ne me gêne pas. Simplement, c'est quand il n'y a que lui, que ce type même de personne, et quand il n'y a pas d'autres opinions, à part celle-là, ça peut être très problématique, et ça peut conditionner beaucoup le message par rapport à l'étendue de richesse informative qu'il peut avoir. Donc, non seulement c'est très bien parce que les jeunes, ils ne sont pas bien payés, ils ont peur de perdre leur boulot, parce que avoir un boulot comme ça dans ces postes-là, pour eux c'est la première chance, ils ont quand même pas envie de dégringoler. Donc tout ça, c'est une pression supplémentaire. Un jeune, on peut quand même lui mettre une pression qu'on ne mettrait pas à un homme de 30, 40 ans, ou à une femme avec cet âge-là. Donc la jeunesse, c'est toujours un très bon profil pour ce nouveau type de rédaction. Si vous vous baladeriez dans ces locaux, vous trouveriez, comme dans n'importe quel endroit du monde civilisé, des stylos Bic, par exemple, des stylos en plastique. Vous verriez que là-dedans, il y a des stylos qui sont atrocement rongés. C'est vraiment rongé de partout, comme on n'en voit pas ailleurs. Ce qui n'aurait pas eu l'occasion d'arriver, par exemple, il y a 20, 30 ans en arrière, vous n'auriez pas rencontré des rédacteurs de ce genre-là. Donc aujourd'hui, vous voyez quand même des signes assez inquiétants au niveau de la rédaction.
Ce qui ne rajoute rien de bien à l'affaire, c'est aussi la quantité de chocolat qui est consommé dans ces endroits-là. Donc vous voyez, tout ça, ce sont quand même des signes de névrose qui viennent en fait d'une pression psychologique qui est quand même maintenue très fortement. On peut considérer à partir de là qu'il y a deux types de storytelling. Il y a des storytelling qui sont très importants, et puis il y a des storytelling qui sont un petit peu moins importants. Quand il s'agit d'un storytelling important, c'est-à-dire que quand ces haut-parleurs médiatiques, quand ces haut-parleurs du système vont émettre un sujet important, comme je vous ai parlé dans la vidéo précédente, c'est-à-dire que le gouvernement est à la chasse aux fake news et certains médias décident d'aider à cette chasse et vont par exemple parler de l'esprit complotiste. Bon, là nous avons un storytelling. Voilà un sujet de storytelling, la théorie du complot. Mais c'est un storytelling très important à l'heure actuelle. Donc il va être traité d'une certaine façon, il va être sécurisé dans son traitement, comme ne le sont pas d'autres storytelling moins importants pour la situation actuelle, pour la politique actuelle. Quand il y a des sujets qui font grincer les dents, où il risque d'avoir des confrontations sociales, à ce moment-là, il y a toujours des fichiers qui sont téléchargés le jour avant que l'article sort. Ça, c'est une composante fondamentale, c'est-à-dire qu'on prépare la défense. Ce qui met le plus de temps, ça se passe durant toute la nuit. Alors ce qui met le plus de temps ensuite, c'est les scans, c'est-à-dire c'est le scan de tous ces documents qui se fait et qui à ce moment-là prend toute la nuit. Mais voilà, il y a beaucoup de dossiers comme ça qui sortent. Et quand on regarde le nom des fichiers, on voit bien qu'ils sont très liés à l'article qui va sortir. Par exemple, quand vous avez par exemple la limitation de vitesse à 80 km/h, vous avez des fichiers avec des noms qui font rappeler, qui préparent déjà la défense de leur propre défense. Donc on sent bien que le journal se prépare à réagir déjà. Donc tous les fichiers sont là avant que l'article y sort. Mais quand il s'agit de choses encore plus importantes, et par exemple de ces articles qui sont sortis il y a peu de temps sur la théorie du complot, pour les fake news, là c'est un petit peu plus différent. C'est-à-dire que les fichiers apparaissent sur l'écran central, mais ils ne portent pas de nom. Donc vous voyez un petit peu la barre des chargements qui se fait, mais les fichiers sont sans nom, par exemple. Ce sont des fichiers, alors à quoi ils vont servir? Bien, parce que d'une part, ce n'est pas juste l'article, c'est-à-dire que la propagande du système ne va pas se limiter simplement à cet article-là, mais ça va être répercuté par d'autres médias qui travaillent dans le même immeuble. Et ceux-là, ils font de la télé, par exemple, et qui vont répercuter un petit peu aussi ce sujet de la théorie du complot, donc tout va marcher ensemble. Que tel journal, le média télévisuel va nous dire que tel journal, qui n'est que son collègue de bureau, d'immeuble, a lancé cet article-là, ils vont en parler de nouveau. Bon, il va y avoir des invités. Alors, généralement, on va essayer d'inviter des gens que les Français apprécient. S'il s'agit de quelqu'un qui est mal luné, ou si c'est quelqu'un qui a quelque temps juste d'aller en retraite,
et qui en a un petit peu marre d'avoir à servir des conneries comme ça, et qui a envie un petit peu de casser un petit peu le jeu de rôle que tout ça amène à faire. À ce moment-là, évidemment, nous avons des fichiers sur ces individus qui restent dans l'ombre. Mais vous voyez, Balance ton port et ce genre de nouveaux sites n'ont rien inventé. Ce genre de balance existe déjà depuis un certain temps au niveau journalistique. Et dans le système même. Le système fonctionne comme ça. Vous voyez, pourquoi ces fichiers-là, sans nom, sont-ils aussi remplis, prennent-ils autant de temps à télécharger? Tout simplement parce qu'il y a beaucoup de pages d'Internet. Il y a énormément de pages Internet qui vont au dossier de chacun. C'est-à-dire que, bon, les gens, si vous savez bien que les gens, sur Internet, ils font un petit peu n'importe quoi. Ils vont un petit peu n'importe où, ils vont regarder un petit peu n'importe quoi, et ça prend des pages et des pages. Or, c'est toutes ces pages-là qui, sur un individu, sortent dans le dossier. C'est pour ça que c'est très long. C'est très long à scanner, c'est très long à télécharger. Et ça permet de calmer les esprits, c'est-à-dire qu'on leur coupe le micro à un certain moment, oui, mais s'ils continuent un petit peu à parler sur Internet ou dans sa chaîne privée, à ce moment-là, les choses vont sortir d'une façon plus grave. Tout ça, c'est pour maintenir un storytelling, c'est-à-dire le storytelling, le fait qu'il y ait de la contre-information officielle qui essaie d'attaquer cette information-là. Ça, on sait parfaitement qu'il s'agit de choses déjà bien comprises par le public, mais si le storytelling est attaqué de l'intérieur, si le film mis en place s'érode de l'intérieur, ça c'est très grave pour le système. Donc on a toujours des gens, ils ne sont pas toujours dociles. Il y a des rédacteurs, ils ne sont pas toujours dociles. Il y a des gens qui sont un petit peu, disons, qui ont monté leur propre boîte, qui sont un petit peu autodidactes, et puis qui à un certain moment peuvent pousser un coup de gueule, peuvent montrer qu'ils ne sont pas dociles, qu'ils en savent des choses, qui sont, voilà, qui sont pas cons, et que voilà, l'information doit passer par eux, et puis ils bousculent un petit peu, ils volent sur les plumes du système pour ce genre de choses. Ça se calme très vite par ce genre de dossier. Quand on a des fichiers comme ça, Internet, qui sortent, ils peuvent venir d'où? Moi j'ai juste une seule solution, c'est-à-dire que forcément, ils viennent des services d'information gouvernementaux. À mon avis, ils ne viennent que des renseignements, que des services de renseignement du gouvernement, parce que je vois pas d'où ils viendraient comme ça, d'ailleurs, comme ça, de cette façon, aussi bien convenue. Comme quoi, il y a des bons élèves à qui on leur donne beaucoup de pouvoir, comme ça, pour pouvoir se défendre, pour pouvoir rester en place et se battre, et puis il y en a d'autres, c'est pas le cas.